Alors, l'Université populaire européenne de Grenoble poursuit ses activités en partenariat avec Europe Direct, Isère Savoie, bien sûr, la Maison de l'International, la ville de Grenoble, avec pour cette fois une conférence de débat en présentiel et à distance. Il y a le présentiel et à distance aussi, bien sûr, sur l'Allemagne après Angela Merkel, rupture et continuité. On a déjà eu régulièrement des échanges sur l'Allemagne, quasiment tous les ans, dans cette maison, la Maison d'International, à l'initiative de la Maison d'International, presque chaque année. Cette année est vraiment plus que particulière, à plus d'un titre. On peut même dire que ces derniers jours, ces tout derniers jours, semblent avoir ouvert vraiment de nouvelles perspectives, notamment en Allemagne, sur les questions de défense. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'UPEG, l'Université populaire européenne de Grenoble, c'est une association d'éducation populaire sur des sujets européens qui fonctionne depuis maintenant 16 ans. Et donc, il y a des activités de conférences quasiment tous les mois. La période du Covid a un peu bousculé les choses, mais avec des fonctionnements de cette nature. On a réalisé de très nombreuses conférences en lien avec l'actualité. Sur notre site, nous vous proposons des conférences sont en vidéo, des mini-cours, des notes de lecture d'ouvrages sur l'Europe et bien d'autres activités. upeg.eu et vous avez beaucoup d'informations sur nos activités. Et puis, nous avons aussi une émission de radio, puisqu'on fait fonctionner une émission de radio chaque semaine sur RCF Isère, le quart d'heure européen. Il y a là aussi des activités. D'ailleurs, notre conférencier était intervenu déjà aussi à la radio de RCF Isère. Alors, pour cette nouvelle table ronde, nous avons la chance d'avoir le professeur Gilbert Casasu, qui est de l'Université de Fribourg, en Suisse, qui nous arrive de Genève, directement, de Berne, bien sûr, spécialiste des questions européennes, spécialiste de l'Allemagne aussi, bien sûr, germanophone. Il vient régulièrement nous en parler. Il a d'ailleurs fait une émission de radio, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur ces sujets-là. On est vraiment content de le voir et de le revoir, surtout qu'il vient de traverser une période difficile sur le plan de la santé. Donc, c'est très bien qu'il puisse être là. Merci à toi d'être venu. Vraiment. Et je crois que c'est sa première activité à l'extérieur de la Suisse depuis ses problèmes de santé. Donc, on est très heureux qu'il soit revenu. L'autre intervenant est M. Thomas Willer. Il est journaliste et correspondant du journal Le Monde à Berlin. On peut voir d'ailleurs ses articles ces derniers temps sur l'Allemagne et les questions de défense. On prend l'article du 28 février dans le journal Le Monde, on le retrouve. Alors, comme c'est à distance, j'espère que la technique… Oui, il faut que je me retourne. Il faut le regarder par ici. Ah pardon, voilà, je le vois de ce côté. Je pensais qu'il fallait le regarder de l'autre côté. J'espère que la technique, mais il n'y a pas de raison que va bien fonctionner. Comme je suis en charge de l'animation de ce moment d'échange, car mon collègue François Janton, qui devait animer sur les affiches marqué François Janton, ne peut pas venir parce qu'il y a des gros soucis de santé, lui aussi. Donc, il m'a demandé de le remplacer comme ça, tout de suite. Donc, bien sûr, pour que ça marche, il fallait que ça marche. On lui souhaite un prompt rétablissement aussi. Quelques mots d'introduction avant de céder la parole, bien évidemment, aux intervenants. Le thème d'aujourd'hui, il est très en phase avec l'actualité. On ne peut pas être plus en phase avec l'actualité que de traiter ce sujet. Il y a eu une très longue période d'une certaine Angela Merkel, de 2005 à 2021, et là, on a affaire à une nouvelle coalition politique au pouvoir avec un nouveau chancelier, Olaf Scholz, qui est issu du Parti social-démocrate, le SPD, avec un nouveau programme politique, c'est important à évoquer. Ce nouveau chancelier n'est pas un novice en politique, il a une très longue carrière politique, il a été ministre aussi avec Angela Merkel des Finances, je crois, avec des préoccupations de cette nature. En même temps, la coalition d'aujourd'hui est originale. Elle regroupe des sociodémocrates, les Verts et les libéraux. C'est ce qu'on appelle la coalition tricolore, puisque c'est bien rouge, vert, jaune. Donc, il y a un élément qui est intéressant à observer de ce point de vue-là. Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union, la question d'une Europe plus souveraine a été présentée comme un élément fort de cette présidence.
qui a été, lorsque le président de la République l'a présenté au Parlement européen, il a évoqué cette notion de souveraineté européenne, de puissance européenne, bien sûr. Cette puissance fait s'interroger sur l'avenir politique de l'Europe, bien sûr, au moment où l'Allemagne a une nouvelle coalition. Et je rappelle que cette coalition, avant les questions de défense, cette nouvelle coalition propose une convention constituante conduisant l'Union européenne vers un État fédéral européen organisé de manière décentralisée selon les principes très chers à l'Allemagne, principes de subsidiarité et principes de proportionnalité. C'est M. Kohl qui avait proposé ce principe de subsidiarité à un certain François Mitterrand qui disait « Puisque c'est vous qui le proposez, c'est très bien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air très bien comme principe de subsidiarité. » C'est un entretien Kohl-Mitterrand très intéressant de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que organisé de manière décentralisée selon les principes de subsidiarité sur la base de la Charte des droits fondamentaux. La guerre qui est menée maintenant sur le territoire de l'Ukraine par la Russie semble avoir accéléré les réflexions sur cette question de la puissance européenne, y compris militaire. Et cette guerre a renforcé la solidarité des États membres, alors que tout l'objectif du président Poutine, c'était de diviser les Européens, et non pas qu'ils se soudent encore plus qu'il ne le faisait auparavant, pour soutenir l'Ukraine, bien sûr. Et effectivement, cela, au fond, cette nouvelle coalition, le chancelier s'est exprimé sur l'idée qu'il fallait revoir la stratégie de l'Allemagne sur les questions militaires et les questions de défense lors d'une intervention politique majeure le 27 février, qui a été tout à fait étonnante, parce que c'est un changement total du logiciel, si l'on peut dire, allemand sur ces sujets, mais il y a des personnes plus compétentes que moi pour les évoquer. Ça restera, je pense, un grand moment de l'histoire. Il me semble qu'il y a un article dans le journal Le Temps, signé par toi-même d'ailleurs, qui évoque cette idée d'un nouveau moment historique. Alors, on va d'abord écouter les deux intervenants en essayant qu'ils respectent un petit peu le temps pour qu'on puisse avoir ensuite des échanges avec vous-même et avec ceux qui sont loin de nous aussi. Je te laisse la parole, bien sûr. Mesdames, Messieurs, d'abord merci à Henri Aubendorff de m'avoir invité à l'UPEJ. Je suis très content de revoir Henri Aubendorff, très content de me retrouver aujourd'hui à Grenoble et de me retrouver devant la public. Aussi, mes pensées vont à François Janton, et à travers lui, à son tour, quelques problèmes médicaux, et pour savoir ce que c'est, je souhaite un bon rétablissement. Je suis un excellent politiste, ça je n'en doute pas une seconde, parce que si vous m'aviez vu il y a 15 jours, j'aurais tenu tout à fait une autre conférence. J'avais, sur le même projet, préparé tout à fait autre chose. Donc, il faut avoir en mémoire que là, nous avons maintenant un changement total de pensée, et le mot allemand Zeitenwende, qui est changement de cap, changement d'époque, résume très bien ce que nous sommes en train de vivre, non seulement en France, en Allemagne et en Suisse. Si je prends le mot de Zeitenwende, ce n'est pas du tout un hasard, c'est le mot de Olaf Scholz, dimanche dernier, au Bundestag, à Berlin. Donc, c'est un mot très fort. Ça veut dire que c'est un changement de paradigme. Et peut-être que je voudrais aussi laisser la parole à Thomas Witters, donc je ne voudrais pas non plus entrer dans le factuel. Mais ce que j'aimerais bien, c'est faire un flashback au début des années 80. Alors vous allez dire, qu'est-ce qui va chercher dans le début des années 80 ? Je crois que c'est extrêmement intéressant de le noter. Au début des années 80, il y avait le grand débat sur le réarmement suite à la double décision de l'OTAN, qui avait profondément divisé la coalition de l'époque sous Helmut Schmidt, et qui avait profondément divisé le SPD entre Schmidt et Willy Brandt, qui est mort en 1990. Et cette époque-là a été marquée par un virage
qui existait déjà, très pacifiste, du SPD, des sociodémocrates. Et en fait, même sous Schröder, alors il y a quand même l'exception du Kosovo, on est resté profondément ancré chez beaucoup de sociodémocrates dans cette pensée pacifiste. Mais plus encore, en 1980, étaient créés les Verts. Et les Verts, pour les avoir vécus à l'époque, c'était vraiment le mouvement le plus radical, au sens double du terme, du pacifisme. Donc, nous arrivons aujourd'hui dans une coalition feu tricolore, parce qu'on dit tricolore, c'est les couleurs des feu tricolore, et Ampel Coalition, avec deux partis qui ne sont pas la majorité dans le Bundestag, mais qui sont la majorité dans la coalition, qui sont de tradition pacifiste. Et c'est eux qui sont en train de changer complètement, d'inverser complètement les données du problème. Alors, si ça avait été la CDU, on aurait compris ceci beaucoup plus facilement. Pour bien faire comprendre ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, c'est que les deux principaux, alors, les partis qui font la majorité, les deux principaux qui font partie de la majorité, mènent une politique qui est complètement à l'inverse de la politique qu'ils avaient pour tradition de mener. Et ceci est d'autant plus incroyable que vous prenez la ministre des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, qui tient des propos bellicistes. Elle, qui était encore considérée comme plus pacifiste que son ami, entre guillemets, vous savez qu'en politique, les amis, il faut expliquer, Robert Habeck, qui est appelé le ministre de l'économie et du climat. Donc nous avons, on ne perçoit pas encore toute la nouvelle dimension de la politique allemande. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va tout de suite passer d'un côté à un autre. Ça, il faut être relativement prudent. Mais néanmoins, il y a quelque chose qui se passe. Et si j'avais tenu la conférence française auparavant, je vous aurais parlé d'une coalition sans goût, sans saveur. Je dis un peu méchamment, Scholz, une sorte de pilule endormissante ambulante. C'est un peu rude. C'est rude, mais c'est pas ce qu'on appelle un grand orateur. Je ne peux pas assez allemand pour m'en rendre compte. C'est pas quelqu'un qui rend les fous, si on peut dire. C'est un technicien. C'est quelqu'un qui est plutôt à la droite du SPD, Hambourg étant plutôt une grande tradition SPD qui est plutôt à la droite du SPD. Et là, il y a un changement aussi. Et ce qui est le plus intéressant pour moi, c'est, pour bien comprendre ce changement, c'est que je personnifie le nouveau secrétaire général du SPD, qui est un jeune homme, un homme de 30 ans, qui est plus jeune, qui est berlinois, et qui a fait une très belle formule l'autre jour à la télévision allemande. Et sa phrase, c'était, grosso modo, traduit mot pour mot, quand un cheval est mort, il est temps de descendre de sa monture. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui est morte. Et ça, je crois, extrêmement intéressant. Et le lendemain, ou 2 jours après, à la ZDF, donc la deuxième chaîne allemande, disait, je ne suis pas un pacifiste. Il l'avait déjà dit, mais dire je ne suis pas un pacifiste de la part d'un social-démocrate, ça fait quand même réagir. Quand on est sur son fauteuil, on dit qu'il y a quand même un changement. Alors, où ça va aller? Ça dépend évidemment beaucoup de l'extérieur. Ça, c'est clair. Mais on a remarqué qu'il y a quand même un changement tel que de penser, pour je vais reprendre le thème de paradigme, où peut-être il y a là de chances que les propos du président Emmanuel Macron aient plus de succès qu'ils ont eu il y a 5 ans. Je lis quotidiennement la presse allemande. Le discours de la Sorbonne du président Macron, contrairement à ce qu'on disait officiellement, a été très mal reçu.
très mal. Évidemment, Angela Merkel ne le disait pas. Mais je vais laisser la parole maintenant à Thomas Sutter. Il y a une chose. Le 27 février, oui, non, mais peut-être comme vous préférez. Non, maintenant. Le 27 février 2022, c'est une date historique allemande, c'est la fin de l'époque Merkel. Si vous voulez, on dit clairement, par exemple, le 11 septembre, c'est le début du 21e siècle. Et le 27 février, toute proportion gardée, c'est ça. C'est la fin de l'époque de Merkel, c'est le début de nouvelle époque. Dans une coalition, alors je vais quand même évoquer quelque chose, une coalition qui est quand même très hétéroclite, et que j'ai appelé moi-même la coalition des contradictions. Parce qu'entre un libéralisme économique, voire un néolibéralisme qui commence à être un peu galvaudé, représenté par le FDP, qui n'est vraiment pas là pour dépenser plus, mais qui est aussi véritablement le gardien de l'orthodoxie allemande, et des sociodémocrates qui ont gagné, je crois que c'est très intéressant à voir, parce qu'ils ont mené une campagne électorale très menée sur le social, avec l'augmentation du salaire minimum de 12 € par heure. C'est extrêmement intéressant de voir ce recentrage social du SPD, et des Verts qui ont quand même beaucoup joué sur le climat et sur les thèmes porteurs. Il y a quand même énormément de contradictions. Et on voit aujourd'hui que malgré ces contradictions, les trois partis ont pu définir une nouvelle ligne importante. Il faut le dire aussi, avec le soutien de la CDU, qui s'est un peu, passez-moi l'expression, débarrassé d'Angela Merkel. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de la CDU, il y a des changements extrêmement intéressants. Le nouveau président de la CDU, Friedrich Merz, est plutôt la droite de la CDU, un très grand spécialiste de questions financières, un homme remarquable d'intelligence. Sur d'autres aspects, j'enlèverai le mot avec l'adjectif remarquable, c'est important. Mais il y a aussi là un ressemblance. Et il y a deux partis qui sont, et peut-être là, l'analogie avec la France n'est pas inintéressante, qui se trouvent un peu pris dans le piège. Alors, il y a clairement l'AfD à l'extrême droite qui, eux, sont sur une position nationaliste allemande, proche aussi des positions russes et poutiniennes. Ça, c'est clair. Et ce qui est intéressant, c'est un épiphénomène, c'est que la Linke est en train de se casser comme il se déjà cassé par la femme de La Fontaine, Sarah Barak, défend plus bas Poutine, tandis que Gysi, qui était l'égérie, je dirais, de ce mouvement-là, a pris ses distances. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre aussi une recomposition de la vie politique allemande, et ce 27 février est une date symbole d'un changement de pensée, d'un changement de paradigme qu'on répète, et surtout, il y a une Allemagne nouvelle qu'on est en train de découvrir. Où va-t-elle nous mener? Pour l'instant, je ne sais pas. Mais c'est quoi la nouveauté? Oui, il faut peut-être l'évoquer aussi. Tu dis qu'il y a une nouveauté, mais quelle nouveauté? La nouveauté, c'est de penser aujourd'hui. Alors, il y a une phrase allemande qui disait Frieden schaffen ohne Waffen, c'est-à-dire faire la paix sans armes. C'est fini. Ça, c'est fini. C'est-à-dire, la nouveauté, c'est un nouveau mode de pensée, de prendre complètement sa distance par rapport à une pensée qui est antérieure à l'unité allemande, à l'ouest. Et la nouveauté, c'est justement de chercher, avec des partis qui sont entre eux pas tout à fait d'accord, mais on savait, et de surmonter ces différences pour mettre en avant tout à fait une nouvelle conception de politique intérieure, mais aussi de politique étrangère, et notamment de politique européenne. Avec 100 milliards d'euros. Avec 100 milliards d'euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 100 milliards d'euros, dire 100 milliards d'euros devant le Bundestag de la part de Scholz, c'est véritablement fracassant comme idée. Je veux dire, les Allemands, eux, aussi sous Merkel, étaient plutôt sur une position, comment dirais-je, de dépenses raisonnables en matière de défense. Et permettez-moi d'être un peu polémiste. Et ce qu'il a, c'est une nouveauté, mais c'est aussi une claque terrible administrée à l'ancienne ministre de la Défense allemande, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui avait dit je veux
je veux une armée des Européens, mais pas une armée européenne. Aujourd'hui, c'est fini. Plus personne, elle ne pourrait plus dire ça. C'est là où il y a une possibilité. C'est-à-dire, elle, l'armée des Européens, c'est-à-dire, l'armée des Européens, c'est le commandement américain. Je ne veux pas dire que les Allemands remettent en cause l'OTAN, c'est pas ça. Ils savent très bien que cette conception qui est née notamment à la CDU-CSU, mais même chez les libéraux et chez les SPD, une conception assez attentiste, n'est plus aujourd'hui la priorité complète, même si on sait très bien que c'est le temps aujourd'hui qui est capable de faire contrebalancer. Mais là, il y a. Alors, combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais la nouveauté est véritablement une nouvelle forme de pensée. Et si je dis Ataka, c'est quasiment l'histoire. Et Merkel, on commence à. Vous êtes ça, une nouveauté. La nouveauté, je continue comme ça à poser des questions. Sur le concept de fédération européenne, il n'y a pas que la guerre, hein. Il n'y a pas que la guerre, il n'y a pas que la Russie. Et il y avait déjà aussi l'idée d'une fédération européenne. Alors, les choses aussi. Attention. Peut-être que c'est pas ça. Attention. Là, il ne faut pas faire. Il ne faut pas. Moi, je veux voir en tant que Suisse, si là, le concept fédéraliste dans un pays fédéral comme la Suisse et l'Allemagne est différent de ce qu'on pense en France du fédéralisme. Je connais beaucoup de Français qui sont pro-fédéralistes, mais s'ils savaient comment fonctionne véritablement le fédéralisme, on remarquerait qu'ils seraient très vite centralistes. Mais on n'est pas là pour parler de la France. Non, mais je veux dire très simplement, la conception fédéraliste, une Europe fédérale, c'est aussi une conception allemande. Là, il faut être compte. D'accord. Mais c'est la première fois qu'il y a une proposition par un chancelier d'aller vers une fédération européenne. Me semble-t-il, européenne. Hein. Oui, c'est les Verts qui sont par derrière, etc. Ça, c'est donc une conception assez ancienne aussi des mouvements européens allemands. Europa Union, par exemple, qui est un mouvement qui date de la fin des années 40 et des années 50, a toujours défendu cette conception fédéraliste. Une conception fédéraliste qui ressemble clairement aussi un peu au fonctionnement de la RFA, c'est-à-dire avec une grande autonomie des pays qui seraient dans cette fédération-là. Ce n'est pas une mutualisation. Et le fait qu'il y ait une mutualisation avec le plan de Merkel en 2021, c'est déjà un premier signe. Et la deuxième chose que maintenant on pense à une politique militaire plus mutualiste, c'est là où il y a une chose. C'est ça la nouveauté. Je ne veux pas être. D'accord. Je ne veux pas dire qu'il y aura un changement complet. Il y a quand même une sorte de ligne directrice qui a toujours existé en Allemagne sur l'esprit fédéraliste, que les Français, en partie, ne connaissent pas et ne comprennent pas. Et c'est ça que je voudrais bien mais les responsables politiques français n'ont jamais voulu du fédéralisme. Non. Le mot fédéral, c'est des associations extérieures, mouvements européens et autres. Mais c'est ce que voudrait l'Allemagne. C'est ce que voudrait l'Allemagne. L'Allemagne voudrait. Alors, si je suis très très polémique, je dirais que c'est une forme, une Europe allemande, le fédéralisme allemand. Donc il faudra bien faire. Si on dit une Europe allemande, et oui, justement. Un peu plus rude. Et oui. Et ça veut dire clairement qu'il y a une conception d'une Europe qui est aussi liée au fédéralisme allemand. Ce n'est pas une critique, pour bien comprendre, c'est une réalité. L'Allemagne est un État fédéral. Est un État fédéral. C'est pas seulement une fédération. Et oui, qui tient beaucoup, et sa conception du fédéralisme est profondément ancrée. Et personne en Allemagne ne remettrait ça en cause. Non. Voilà, il faut bien comprendre. Je vois aussi en Suisse, il y a des cantons où il y a un amour des cantons, c'est le cas en Autriche, mais l'Allemagne est un Bundesrepublik Deutschland, et d'ailleurs c'est très intéressant. Et là, je vais mettre la parole à la société. On avait posé une question à Helmut Kohl en septembre, quelques jours ou quelques semaines, quelques jours, avant le week-end allemand du 3 octobre 1990. La question, c'était comment doit s'appeler le nouveau pays? Question complètement ridicule. Et il a répondu Bundesrepublik Deutschland, République fédérale d'Allemagne, et pas Deutschland. Donc, et ça,
on oublie, mais c'est vraiment très important de savoir que aussi on parle des 5 nouveaux lenders qui ont adhéré à la RFA. Donc, restez toujours persuadés que ce n'est pas une conception, ce n'est pas un centralisme, la politique européenne allemande, même si elle s'européanise, mais dans un sens allemand. On ne peut pas d'ailleurs reprocher aux Allemands de pouvoir défendre en ce qui est tout à fait légitime. Mais si vous voulez, quand même, 2 points. La mutualisation obtenue en 2021 et ce que vient de faire le discours de Scholz, la politique de Scholz, ce sont quand même en l'espace de 2 ans ou 1 an et demi d'énormes progrès qu'on n'aurait jamais pu imaginer après le discours de président Macron le 26 septembre, le 26 octobre, non, 26 septembre 2017 à l'Assemblée. Alors, on vous passe la parole, monsieur. À vous de s'exprimer, tout ça pour avoir des échanges. Merci d'abord pour votre invitation et excusez-moi de n'être pas parmi vous ce soir autrement qu'à distance. Je ne pouvais pas, mais avant même que la guerre n'éclate, j'avais dit que je ne pourrais pas venir et j'ai finalement bien fait, je pense, de rester à Berlin parce qu'en plus du travail qui était déjà prévu, je viens juste de rentrer chez moi pour notre rencontre. J'étais à la gare de Berlin où affluent des centaines de réfugiés, ça y est, d'Ukraine, ceux qui sont partis d'Ukraine il y a quelques jours et qui ont transité par la Pologne commencent à arriver depuis 24 heures, 36 heures en Allemagne et dans des proportions qui sont même supérieures à celles qu'on avait connues au pic de la crise migratoire de 2015 à Berlin. Des responsables me disaient que déjà le nombre est supérieur à cela. Donc je pense qu'on est au début d'un bouleversement dont on a encore assez peu conscience, même si les images d'Ukraine occupent tous nos esprits et tous nos écrans. Mais en tous les cas, pour même les répercussions que tout cela va avoir chez nous en termes de réfugiés, mais également les conséquences économiques, géopolitiques. Voilà, juste pour refermer la parenthèse, même si on va beaucoup parler de cette question pour vous dire pourquoi je ne suis pas parmi vous ce soir. L'intervenant précédent a dit énormément de choses. Il y a quelques points sur lesquels je voulais rebondir par rapport à ce qu'a dit monsieur. D'abord sur effectivement la nature du tournant qui a été engagé, esquissé dimanche par Olaf Scholz. Je pense il y a de plusieurs ordres en fait. Il y a effectivement un tournant sur le plan de la défense qui est un tournant budgétaire. En gros, pour que vous ayez en tête certains ordres de grandeur, deux choses. Il dit qu'un fonds spécial allait être de 100 milliards d'euros, allait être donc débloqué à partir de 2022 pour abonder le budget de la défense. Alors, en fonction de la durée en fait, de déblocage de ce fonds, parce que ça ne va pas forcément se faire en une fois, mais en gros, ça veut dire que le budget de la défense, qui aujourd'hui est à peu près un peu plus de 40 milliards d'euros, donc va augmenter très sensiblement. Et pour l'instant, vous savez que depuis 2014, l'OTAN a fixé à ses membres que leur budget, leurs dépenses militaires atteignent 2% de leur produit intérieur brut d'ici à 2024. 10 ans pour atteindre. Il y a des pays qui sont déjà quasiment à ce niveau. L'Allemagne, aujourd'hui, est à environ 1,5%, mais selon la trajectoire… Et l'Allemagne a quand même beaucoup augmenté ses dépenses militaires depuis 2014. C'est pour ça que, d'ailleurs, petite parenthèse, que à la fois, ce qu'a fait Scholz, c'est évidemment un tournant, on va y revenir, je vais expliquer aussi pourquoi, mais l'augmentation du budget militaire allemand qui avait fortement chuté depuis la réunification
a réaugmenté depuis 2014. Donc, ce n'est pas une inversion de courbe, c'est une accélération, une amplification très importante et d'une tendance qui existait déjà. Cependant, là où on est quand même dans une forme d'inversion, si je puis dire, c'est un peu compliqué, mais j'essaie d'être précis, c'est que malgré l'augmentation brute, si vous voulez, du budget de la défense, par rapport au produit intérieur brut allemand, même si en valeur absolue, ce budget continue d'augmenter, avec l'augmentation de la richesse allemande, en fait, ça faisait que, avec la trajectoire budgétaire qui était prévue jusque-là, on allait reculer par rapport à l'objectif des 2%. C'est-à-dire qu'on allait passer de, en gros, 1,56 aujourd'hui à 1,27 d'ici 2025, selon les projections. Donc là, ce qui se passe, c'est que non seulement on continue d'augmenter en valeur nominale, mais en plus, on augmente de telle façon que par rapport aux projections de croissance du PIB, là, on va atteindre les 2%. Et on devrait atteindre ces 2%, non pas en 2024, mais entre 2026 et 2030, voilà. Donc là, il y a effectivement une nouveauté, et une nouveauté qui est, et là je rejoins ce que disait l'intervenant précédent, qui est d'autant plus notable et d'autant plus importante à souligner que dans le contrat de coalition qui a donc été signé à l'automne entre les trois partis SPD, Verts et FDP, dans ce contrat de coalition, l'objectif des 2% n'était pas inscrit. Dans le contrat de coalition, il est inscrit que 3% du budget du PIB de l'Allemagne doivent être consacrés, et dans une sorte de paquet où vous avez les questions de développement et militaire et les questions de politique étrangère. Donc après, comme c'est 3%, ça veut pas dire, ça peut être 2%, mais enfin, il faut caser tout ça dans 3%. C'était ça que disait le contrat de coalition. Et pourquoi ce passage du contrat de coalition était formulé de cette façon? Parce que, et là c'est ce qu'a dit monsieur avant moi, parce que effectivement, vous avez deux partis, le SPD et les Verts, ce n'était pas le cas du FDP, mais le SPD et les Verts, qui ne voulaient pas, enfin qui étaient contre l'objectif des 2%. Donc, pour essayer de faire quelque chose qui convienne à tout le monde, on a mis 3% dans lequel on a mis la défense, comme ça c'était suffisamment flou pour contenter tout le monde, le principe d'un contrat de coalition. Là, effectivement, on change d'objectif parce que non seulement Scholz a dit 2%, mais il a même dit plus de 2%. Donc, c'est quand même important. Au-delà de cette seule question budget, défense, etc., je pense que ce qu'a esquissé le chancelier allemand dimanche, finalement, c'est peut-être sa ministre des Affaires étrangères, donc l'écologiste Annalena Baerbock, qui l'a formulé de façon quelques minutes après il a formulé de faire. Elle a dit aujourd'hui, une particulière matière de polysécurité. Et elle a ajouté, si le monde change, notre politique aussi doit changer. Ce qui est intéressant dans ses propos, je trouve, c'est que elle théorise, enfin, ou plus exactement, elle qualifie une retenue particulière. Et cette retenue particulière qui, effectivement, est héritée du pacifisme allemand, aussi en gros, de quelque chose qui est un peu le consensus, c'est de dire, bon, voilà, l'Allemagne, après 1945, renonce à la fois d'elle-même, mais aussi parce qu'on lui demande de renoncer à être un géant militaire et un géant diplomatique. Et en gros, elle devient un géant économique et un nain géopolitique. C'était ça un peu le contrat de l'Allemagne. Voilà. Alors les choses ont évolué, ça n'a pas toujours été le cas, mais en gros, c'était un peu ça, quoi. L'Allemagne fait des voitures, la France fait la guerre, quoi, en Europe. C'est pour résumer. Et d'ailleurs, ça avait posé un certain nombre de soucis dans la Corée en 2011. En 2011, l'Allemagne ne participe pas
à la coalition franco-britannique en Libye. C'est pas très bien entre la France plus au Mali, au Sahel, parce que Excusez-moi, il semble que votre connexion soit très faible actuellement. On a beaucoup de mal à vous non, entendre. pas assez. Ah, la technique, c'est quelque chose. C'est seulement une hérité. Les Russes. C'est les Russes, là. Excusez-moi, on a des gros problèmes de son. C'est les Russes qui. A priori, Quel système? on n'arrivait plus à vous entendre. Je crois que Est-ce que ça marche là? ça marche. Parfait, merci. Désolé, pardonnez-moi. Je disais que ce qui change aussi, c'est une certaine vision des relations internationales et de la diplomatie qui est résumée souvent en Allemagne par la formule Wandel durch Handel, le changement par le commerce, c'est-à-dire que en gros, c'est par l'intensification des échanges commerciaux et des relations économiques que l'ordre international peut devenir plus pacifique. C'est un peu sur cette idée-là aussi qu'ont été fondées sous Merkel, ça a pris une dimension très très forte, les relations entre l'Allemagne et la Chine. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait du commerce avec la Chine, voilà, d'abord, c'est deux choses en fait. C'est à la fois l'idée que, en gros, ce sont quand même les intérêts économiques et commerciaux de l'Allemagne qui guident sa politique étrangère avant tout, voilà. Et donc, on entretient surtout des bonnes relations avec des pays avec qui on a des intérêts économiques. Et puis, c'est aussi l'idée plus profonde, en quelque sorte aussi, que voilà, c'est aussi en maintenant des liens, en développant le dialogue, etc., avec un certain nombre de pays, que peut-être ceux-ci peuvent se libéraliser et se démocratiser. Donc, c'est un petit peu les deux choses. Le symbole de cette politique, Wandel durch Handel, c'est Nord Stream 2. C'est le gazoduc Nord Stream 2 auquel farouchement défendu par Merkel, mais aussi par le SPD et aussi par Scholz, hein, il faut bien le dire. Donc Nord Stream 2, pourquoi? Parce qu'il y avait un Nord Stream 1 qui existe depuis 2011, qui achemine donc du gaz russe jusque dans le Mecklembourg, autre parenthèse, dans le land de Merkel, où Merkel a sa circonscription. C'est pas non plus totalement anodin, mais Nord Stream 1 entré en service en 2011 et Nord Stream 2, dont le chantier qui a pris beaucoup de retard, vous le savez, à cause notamment des sanctions américaines, etc., mais dont le chantier a été inauguré, enfin, dont le départ a été donné en 2015. En 2015, c'est-à-dire après l'annexion de la Crimée, début de la guerre dans le Donbass. Donc, ce gazoduc qui devait doubler, effectivement, 55 milliards de mètres cubes de gaz par an, il a été fait aussi, d'abord, donc pour ça je dis 2015, c'est-à-dire à une époque où déjà les relations avec la Russie devenaient quand même compliquées. Déjà, il y avait la guerre en Ukraine, enfin une partie de l'Ukraine, l'annexion de la Crimée, mais en tous les cas, toujours cette idée selon laquelle, malgré ces tensions géopolitiques, on devait continuer à faire du commerce, etc. Ça a posé des gros problèmes d'ailleurs avec l'entêtement allemand jusqu'à la semaine dernière sur le maintien de Nord Stream 2 a beaucoup coûté, hein, diplomatiquement aux Allemands, parce que les Allemands, à cause de ça, ça a quand même posé des graves frictions, des graves tensions avec les Polonais, avec les pays baltes, avec l'Ukraine, avec les États-Unis. Voilà. Et l'idée, c'était de dire que, comme d'ailleurs Olaf Scholz lui-même l'a dit le 16 décembre
décembre, donc une semaine après son élection à la chancellerie, lors de son premier Conseil européen à Bruxelles, il a dit c'est un projet purement privé, Nord Stream 2. Ça, c'était le 16 décembre. Et donc, il faut savoir que 3 jours après que Olaf Scholz eut déclaré cela, que Merkel avait déjà dit aussi, elle avait dit 2-3 ans auparavant, c'est un projet purement économique, Nord Stream 2. 3 jours après la déclaration d'Olaf Scholz, on est en décembre, ça paraît très très loin le mois de décembre aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, mais en fait c'est hier, c'est il y a 3 mois. Le ministre de l'économie, le tout nouveau ministre de l'économie, lui aussi en poste depuis une semaine, le Vert Robert Habeck, a dit non, non, mais je pense que Nord Stream 2 c'est une très grave erreur, ce qui n'était pas un scoop, hein, les Verts ont toujours pensé ça, mais lui, il était ministre, là, c'était la première fois qu'il le disait en tant que ministre, contredisant le chancelier quand même, il disait non, non, ce n'est pas un projet économique, c'est un projet géopolitique, Nord Stream 2. Et ce qui s'est passé depuis, ce qui est quand même très intéressant, c'est qu'on parle de ce discours du Bundestag, donc 27 février, Olaf Scholz avait suspendu le processus de certification de Nord Stream. C'est-à-dire que Nord Stream, pour ceux qui ne le savent pas, le chantier est achevé depuis le mois de septembre, mais ensuite, depuis, il y a une procédure de certification pour qu'il puisse entrer en service. Et Olaf Scholz, justement, en décembre, disait de toute façon, je n'interviendrai pas, c'est un projet privé. Ensuite, au fur et à mesure, au mois de janvier, que la crise ukrainienne a monté, que les menaces de la Russie se faisaient plus importantes, il a dit que toutes les options seront sur la table en matière de sanctions, sous-entendu Nord Stream 2 aussi, mais quand il est allé à Washington, c'était il y a à peu près 2-3 semaines maintenant, et que la question lui a été posée lors d'une conférence de presse avec Joe Biden si la Maison-Blanche, si Nord Stream 2 allait être suspendu en cas d'attaque russe contre l'Ukraine, Joe Biden a dit la phrase « il n'y aura plus de Nord Stream 2 », Olaf Scholz a refusé de prononcer le nom de Nord Stream 2. Ensuite, 1 heure après, il était sur le plateau de CNN. Pareil, le présentateur lui a essayé de faire prononcer le nom de Nord Stream 2, il ne l'a pas fait. Et donc, on est resté en fait jusqu'à il y a 2 semaines dans quelque chose d'assez compliqué où il sous-entendait qu'il allait suspendre Nord Stream 2, mais il ne voulait pas le dire clairement. Donc, en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant à observer quand on parle aujourd'hui de rupture et de continuité, c'est de voir un peu la genèse et ce qui s'est préparé. Ce qui s'est préparé dans les semaines précédentes. Ce qui s'est préparé, c'est qu'on est passé du côté d'un Olaf Scholz, donc quand même sur des positions très classiques que je viens de décrire avant, voilà, malgré les tensions avec la Russie, on préserve nos liens commerciaux, on sauve le maximum, etc., dont Nord Stream 2, à une espèce de période un peu de flou, il ne disait pas grand-chose, et puis maintenant à une clarification et une amplification, en fait, comme je disais, de choses précédentes. Juste je ne voudrais pas être trop long, mais par rapport à ce que disait l'intervenant précédent sur le côté rupture radicale. Et vous disiez, monsieur, que c'était d'autant plus étonnant de la part d'Annalena Baerbock, qui connue pour ses positions ultra-pacifistes. Là-dessus, je me permettrai de m'inscrire en faux par rapport à ce que vous disiez, parce que Annalena Baerbock, chez les Verts, comme d'ailleurs le ministre de l'économie, Habeck, fait partie de l'aile dite réalo des Verts. C'est pas du tout une gauchiste, Annalena Baerbock, c'est pas du tout une pacifiste exaltée ou que sais-je. Je me souviens de l'avoir entendu, donc Baerbock et Habeck, eux ont été élus, ils ne le sont plus là depuis 1 mois, mais ils ont été pendant 3 ans les coprésidents des Verts, donc depuis janvier 2018 jusqu'à janvier 2022, donc pendant 4 ans. Et je me souviens du congrès, ça devait être en 2019 ou 2020, je ne sais plus, 2019 sans doute, fin 2019 à Bielefeld. À Bielefeld, il y a eu un congrès des Verts où tous deux ont été réélus. Et où Baerbock avait prononcé un discours très bon d'ailleurs, enfin très charpenté à ce congrès, où elle avait
tenu, enfin, notamment, dit la détermination des Verts à avoir une politique étrangère beaucoup plus offensive, beaucoup plus et articulée autour d'un budget de la défense conséquent, elle l'avait dit à l'époque, et en vue de la construction vraiment d'une armée européenne, d'une Europe de la défense, etc. Et tout. Donc, ce n'est pas du tout la conversion d'une ultra-pacifiste à la guerre aujourd'hui. Elle fait partie, et c'est ça que je trouve intéressant en fait dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que en fait, deviennent majoritaires par la force des événements, devient majoritaire un discours qui existait, des positions, des conceptions qui existaient chez les Verts, au SPD, etc., qui étaient plus ou moins partagées. Je pense que Baerbock et Habeck, effectivement, sur ces positions-là, n'étaient pas forcément majoritaires chez les Verts. En tous les cas, il y avait un vrai débat. Scholz, qui était plutôt pour les 2%, voilà, se gardait bien de le dire parce qu'il y avait une très forte majorité au SPD qui était contre. Donc, il ne voulait pas trop se brouiller avec son parti. Mais en tous les cas, les positions, disons, de ces courants réalistes ou modérés ou plus centristes chez les Verts au SPD sont en train, sur ces questions-là, sont en train de devenir majoritaires. Ils se répondent. C'est pas une je donne totalement raison que Habeck et Annalena Baerbock font partie des réalos. D'ailleurs, dans la composition du gouvernement allemand, celui qui représentait un peu ce qu'on appelait, parce que là il faut employer l'imparfait du fauvisme, du fondamentaliste, je crois que c'est Hofreiter, on ne me rappelle plus exactement le nom, qui était le chef du groupe parlementaire des Verts auparavant, a été blackboulé au profit de Özdemir comme ministre de l'Agriculture. C'est vrai que Habeck et Baerbock ne sont pas les enfants des Verts que j'ai moi-même connus. Néanmoins, pendant la campagne électorale, combien de fois ils ont dit que c'est partage de Friedenspolitik. Nous sommes le parti de la paix, ça a été ressassé. Et pourquoi ils le disaient? Parce que c'est leur ADN, c'est ça qu'il faut comprendre. Ils ont deux composants, deux ADN, deux chromosomes. X, c'est d'un côté le climat et l'écologie, et l'autre la paix. Et là, il y a quand même. Alors, c'est vrai que Baerbock, d'ailleurs, est beaucoup plus proche de position, aussi par sa formation, on oublie toujours qu'elle a fait ses études en Angleterre, qui est beaucoup plus proche des positions anglo-saxonnes sur l'Europe que sur des positions latines. C'est très important à noter. Elle a quand même fait un discours à l'ONU en anglais, pas parfaitement en anglais, mais elle aurait pu le faire en allemand. C'est quand même un signe un peu curieux. Ça, c'est une parenthèse. Mais c'est vrai que tu as totalement raison. Baerbock est réaliste comme les Habeck, Habeck est un peu plus que Baerbock, mais néanmoins, les Verts ont un public et un électorat qui est quand même marqué par ces questions liées au climat d'un côté, et de l'autre côté, c'est la politique de la paix. Et ça, pour eux, c'est quand même difficile à faire. Alors, il y a sûrement des questions. N'hésitez pas. Si vous la posez un peu fort pour que les deux entendent. Celui qui est ici peut entendre facilement. Vas-y. Moi, c'est d'abord une observation à propos de ce que vous avez dit à propos du président allemand. Non, mais pour la question, après, À propos du tournant allemand, je crois qu'il y a une prise de conscience, pas seulement en Allemagne, que la liberté, elle passe pas seulement par les valeurs économiques et commerciales, elle passe aussi par le volet militaire, c'est-à-dire la sécurité. Je crois que cette prise de conscience, même en France, c'est-à-dire de jeunes, etc., on est tous tombés dans une espèce de d'absence de réflexion au regard de la liberté, de la démocratie. Et tout d'un coup, on réalise finalement les intérêts communs. Donc ça me... Et quant à l'orientation que vous avez évoquée d'aller vers une fédération européenne, le risque, c'est que finalement, encore une fois, l'Allemagne a réussi on voit bien comment fonctionnait le système monétaire européen. L'article 4 du traité de Maastricht, il n'avait pas de financement monétaire de la dette. Du coup, c'est l'Allemagne qui décide, après la crise de 2008,
d'aller vers la mutualisation et le financement militaire des dettes nationales. Alors, ma question à l'heure actuelle, par rapport à ce projet privé que vous évoquez, Nord Stream 2, c'est un projet privé qui n'est pas fait de hasard, c'est-à-dire que Schröder est quand même derrière. Quand Schröder a quitté la chancellerie, bon, j'allais dire, excusez-moi de l'expression, mais son copinage avec les pétroliers russes, il est quand même là. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, et j'ai lu aujourd'hui encore, qu'on souhaitait, enfin, Schröder maintenant, c'était quand même le mentor de Scholz. Et bon, il y a quand même une filière, il y a quand même une filière là. Et à l'heure actuelle, est-ce que vous pensez que l'état de l'opinion publique en Allemagne va pouvoir remettre en question la position de Schröder en tant que conseil d'administration? Regarde, Schröder ne fait pas la même chose que Fillon. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que l'état de l'opinion publique veut aller jusqu'à. Je veux peut-être simplement une réponse courte sur l'affaire Schröder, peut-être ensuite sur la parole à Thomas Guilhem. Il y a un événement qui n'a pas du tout fait la une, même pas des journaux allemands, que j'ai entendu, je crois, hier ou avant-hier, hier, je ne sais pas, c'était FRD, qui est un élément absolument inimportant. La section du Parti social-démocrate de Heidelberg a demandé l'exclusion de Gerhard Schröder d'exclusion. Attention, Heidelberg, c'est pas. C'est un tout petit. Quand vous voyez aujourd'hui la Bild-Zeitung, c'est pas ma référence, hein, la Bild-Zeitung, c'est le journal populaire, mais un des grands sociodémocrates d'après-guerre avait toujours dit qu'il faut lire la Bild-Zeitung pour savoir ce que le peuple doit savoir. Donc, c'est pourquoi je me réfère toujours à la Bild-Zeitung. Ça bombarde, je viens de dire autre chose. Scholz n'est pas directement l'enfant de Schröder, c'est pas vrai. C'est un peu plus compliqué quand on connaît le SPD. Scholz, c'est Hambourg. Schröder, c'est la Basse-Saxe. Alors, vous me direz de la côté. Oui, mais j'ai vécu en Basse-Saxe, pas Hambourg. Et il y a quand même des petites nuances. Scholz, c'est plutôt, si on a cherché, la tradition von Donani et Schmitt plus longuement. Alors, c'est un tout petit peu différent. C'est-à-dire que Scholz, vous savez que Schröder a été chef du Jusos durant sa jeunesse, était à la gauche du SPD. Maintenant, il a fait un voyage à droite, alors vitesement vite. Mais ce n'est pas la même idée. Mais le fait, l'histoire de la section social-démocrate de Heidelberg qui demande l'exclusion de Schröder du SPD, c'est en dit long. Vous avez entendu la question, monsieur? Oui. J'ai entendu la question et juste pour compléter, donc effectivement, il y a eu cette demande venant de la section de Heidelberg. Il y a eu cet après-midi une demande écrite de la direction du SPD adressée à Gerhard Schröder d'abandonner une fois de plus, d'abandonner toutes ces fonctions donc chez Rosneft, chez Gazprom, dans différents organismes qui sont liés de gaz russe. Et puis autre point intéressant qui montre quand même son isolement, c'est que son chef de cabinet qui l'accompagnait depuis plus de 20 ans, ainsi que 3 des collaborateurs qu'il avait à ses côtés, financés par l'argent public, comme on doit aux différents chanceliers, ont annoncé hier qu'ils quittaient leur fonction auprès de Gerhard Schröder. Donc voilà, quoi. Alors, il y a une autre anecdote très intéressante, c'est Schalke 04, le club de foot. Alors, Schalke 04 avec ça, aussi dans l'histoire sportive et politique, j'avais même travaillé là-dessus, c'est un club qui était lié au mouvement ouvrier, et ça, dans la Ruhr. Et ça a été créé, toutefois, d'un bon film, par des mineurs, etc. Et Schalke 04, c'était, dans le public à Schalke 04, on votait à 75% SPD, hein, c'est ça. Leur sponsor, c'est Gazprom.
ils ont décidé la semaine dernière de jouer, alors ils sont maintenant en deuxième division, ce qui est un drame pour beaucoup de spécialistes de football allemand, de jouer sans le nom de Gazprom et de prendre le maillot qu'ils avaient il y a combien de dizaines d'années ou même au XIXe siècle. Ça va un peu loin là. Des siècles. Oui, non, mais chaque 04, c'est en 04. En fait, il y a un peu avant. Mais ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont un peu embêtés parce que, quand même, leur sponsor financier, c'est Gazprom. Alors, ils ne sont pas commencés. Mais si vous voulez, ce sont des petits signes. Ça montre clairement que là, il y a aussi, quand on connaît l'importance, par exemple, de chaque 04 dans la pensée social-démocrate allemande, ce sont des signes qui montrent une évolution importante. Alors, question, alors ce qu'il faut c'est qu'elles ne soient pas trop longues, Oui. qu'on l'entende vraiment, parce qu'elle ne sera pas enregistrée sinon. Voilà, D'accord. un peu fort. Bon, je ne sais pas à qui s'adresse ma question, Pas fort. mais j'ai vu que le titre d'un article que je n'ai pas eu le temps de lire qui faisait allusion à la reconstitution d'un triangle de Weimar qui comprend la France, l'Allemagne et la Pologne. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que c'était la première fois que j'entendais parler du triangle de Weimar. Je ne sais pas si Thomas Fuyer, mais je voudrais dire quelque chose là-dessus. Oui. Non, mais demande Thomas Fuyer. Non, allez-y d'abord, je compléterai éventuellement. Il est d'accord que tu parles d'abord. Bon, alors, j'en suis d'autant plus heureux d'en parler qu'avec une ancienne, membre de l'Institut politique de Grenoble, Sylvie Lemasson, nous avons en 1999, à Weimar même, avec des étudiants de Grenoble, de Weimar et de Cracovie, je crois, étaient invités pour l'anniversaire du triangle de Weimar, qui fêtait son 5e anniversaire avec les ministres de l'époque des Affaires étrangères. Il y avait Guy Rebeck, il y avait Joschka Fischer, qui lui avait dit. Et l'idée, alors ce n'est pas du tout une structure, c'est une philosophie, ce n'est pas une institution. L'idée, c'était de créer un dialogue entre les trois pays pour l'élargissement et pour approfondir l'idée européenne, sachant qu'il y a une proximité géographique entre l'Allemagne et la Pologne, mais que la France jouait un rôle très important parce qu'il y a aussi, par rapport à la Pologne, un rôle que la France aurait pu jouer comment dirais-je, une fonction d'équilibre. Ce qui s'est passé, c'est qu'après les dérives polonaises auxquelles on a assisté, et aussi sur pression américaine, etc., ce triangle de Weimar a complètement perdu de l'importance. Et je vous lis une anecdote. L'ambassadrice de Pologne à Berne, malheureusement pour des raisons médicales, je n'ai pas pu le faire, voulait refaire quelque chose parce qu'elle était conseillère diplomatique de comment s'appelle l'ancien président Ferkowski, lorsqu'à Nancy, au début du siècle, il y avait une rencontre entre Schröder, Chirac et Kerensky. Et il y a actuellement en Pologne, ça revient, et je crois que ce n'est pas une solution miracle, mais ça correspond à une force de philosophie politique pour créer aussi des liens entre les différentes parties de l'Europe. Et c'est vrai que l'une des réjouissances, ou l'un des aspects réjouissants aujourd'hui, c'est que cette structure qui avait été imaginée durant la première moitié des années 90 retrouve une certaine actualité. Vous avez quelque chose à rajouter, monsieur? Oui, une petite chose. Donc, effectivement, le triangle de Weimar, il avait été créé en 1991. L'un des grands initiateurs, c'était, je crois, le ministre Genscher, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, d'Helmut Kohl, un libéral, allié donc aux chrétiens démocrates Helmut Kohl. La dernière fois que les chefs d'État du triangle de Weimar s'étaient rencontrés, c'était pour le 20e anniversaire en 2011. Il n'y avait pas eu de réunion niveau chef d'État
dans ce qu'ils appellent le format Weimar, jusqu'à il y a deux semaines à peu près, je crois, à la chancellerie, où Olaf Scholz a reçu Emmanuel Macron et le président polonais Duda. Donc, pour la première fois, ils s'étaient rencontrés. Juste une petite chose, ce triangle de Weimar, effectivement, comme l'a dit l'intervenant précédent, monsieur, était un peu tombé en désuétude, notamment à cause de l'évolution politique de la Pologne ces dernières années, les atteintes à l'état de droit, etc. Cela dit, et notamment, en fait, beaucoup du fait de la dégradation des relations entre la France et la Pologne, en fait, hein, qui était, voilà. Ces relations entre la France et la Pologne ont commencé un peu à s'améliorer. Il y a eu un peu de début, on va dire, en 2020. En 2020, Emmanuel Macron s'est rendu en Pologne, je crois, dans mon souvenir que c'était en février 2020, et le Premier ministre polonais, Morawiecki, lui, est venu en France en 2021. Donc, il y a eu un petit rabibochage, et ce petit rabibochage, il est intéressant à la lumière aussi de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est les spécialistes de ces questions expliquent bien que c'est lié au Brexit. C'est lié au Brexit en particulier parce que le Brexit, sur les questions de défense, il faut bien voir qu'au sein de l'Union européenne, le grand partenaire en matière de défense, enfin les deux principaux pays, c'était la France et la Grande-Bretagne. Le départ de la Grande-Bretagne a créé une sorte de vide, ou en tous les cas, pour la Pologne, qui est très attachée aussi à ces questions de sécurité, à cause de la menace russe, notamment, du coup, était plus intéressé peut-être jusqu'à dimanche par les questions de sécurité, etc., que l'Allemagne. Et donc, la France ayant perdu, en quelque sorte, même si toute coopération n'est pas cessée avec le Royaume-Uni, ayant perdu l'allié britannique, les Polonais aussi, du coup, la France et la Pologne se retrouvent en quelque sorte sur la nécessité de faire plus sur les questions de défense et tout ça. Donc ça, c'était déjà engagé. Là aussi, c'est intéressant dans cette réflexion sur rupture et continuité, il y a des choses qui étaient en préparation. Ouais, on voyait ce petit rabibochage franco-polonais, fragile évidemment, voilà. Et puis là, les circonstances, voilà, tout ce qui se passe, effectivement, ressuscite en quelque sorte le bien fondé, la légitimité de cette structure informelle qui est le triangle de Weimar, et qui fait que après la rencontre entre les trois chefs d'État entre les deux présidents et le chancelier il y a 15 jours à Berlin, les ministres des Affaires étrangères, et je pense que c'est à ça que notre ami faisait référence sur l'article, le titre de l'article, il l'a vu il y a 2-3 jours, les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés en Pologne, eux, il y a 48 heures. Donc on voit qu'effectivement, et ça, là aussi, c'était sans doute inimaginable il y a encore quelques semaines. On n'entend pas. Vous l'entendez? Vous entendez? Non, il n'entend pas. Vous pouvez le son, s'il vous plaît? Ah, il ne s'entend pas, là. Tu mets les doigts dans les oreilles, je suppose qu'il s'entend pas. C'est bon. Je me suis posé, non? Le son est pourtant réactivé. Oui, image. Il faut enlever les doigts des oreilles. Je pense que c'est bon. Bon. Allez. Essayez d'être fort, hein, pour qu'on entende bien. Concernant les relations franco-allemandes et du coup la fédération européenne, à l'approche des élections présidentielles, quelle va être la position de la coalition gouvernementale sur un ou des candidats précisément, ou est-ce qu'elle ne va pas apporter son avis justement dans cette élection? Ça fait je ne sais combien d'années que je vis les élections françaises ou allemandes. La règle d'or, n'intervient pas du tout officiellement, mais on aime beaucoup que l'ancienne coalition ou l'ancien président de la République soit réélu, parce que c'est toujours un peu un problème de retrouver des modes de fonctionnement et de coopération.
Je me souviens, alors là, ça remonte à très très longtemps, l'Allemagne, dirigée à l'époque par Helmut Schmidt, avait été très choquée par la méthode de François Mitterrand le 10 mai 80. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce domaine. On savait d'abord qu'Angela Merkel allait quitter le pouvoir. On ne pensait pas obligatoirement que c'est Olaf Scholz qui allait gagner. Mais aujourd'hui, ça ne joue plus un grand rôle. Il y a une continuité franco-allemande qui dépasse les différences. Et aujourd'hui, grosso modo, alors je ne veux pas faire de pronostic, mais je ne vois pas Anne Hidalgo gagner la présidentielle française. D'autres, hein, mais disons qu'il y a quand même un grand favori pour la présidence française. Et grosso modo, le président français correspond plus ou moins à l'optique politique actuellement au pouvoir en Allemagne. Ça ne veut pas dire, par contre, que les différends avec un DS franco-allemand vont disparaître. Ça va être encore un grand travail de persuasion. Et quand même, une phrase, alors c'est pas du tout contre les journalistes, parce que j'aime bien les journalistes, mais l'autre jour, je m'entendais, c'était pas vous, c'était pas non plus votre journal. C'est un journal un peu plus à droite que le vôtre. Mais c'est dans une chronique qui disait c'est comme au football, et je trouvais d'ailleurs, c'était Lineker, qui était un joueur anglais qui avait dit ça, en fin de compte, c'est toujours l'Allemagne qui gagne. Ben, je crois toujours, c'est cru que ça puisse paraître, je crois que cette fameuse règle, c'est toujours l'Allemagne qui gagne, et peut-être plus tout à fait aussi juste. Et c'est pourquoi aussi l'Allemagne se rendant compte qu'elle ne gagne plus tellement, ou qu'elle risque de ne plus tellement gagner, qu'elle commence quand même à évoluer, parce qu'elle sait très bien aujourd'hui que c'est plus du tout l'Allemagne resplendissante de 2015, 2016, 2017 qu'on connaissait. Et ça, je crois que c'est un phénomène important à noter. Ce n'est pas du tout contre l'Allemagne que je dis ça, mais une prise de conscience allemande que peut-être le moment où on disait le nain politique devenu hors ordre politique, c'est plus tout à fait ça. Et il y a là un rééquilibrage, d'ailleurs, je trouve très positif, non seulement entre la France et l'Allemagne, mais au sein de l'Europe. Madame, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, juste effectivement il y avait quand même une exception ces dernières années, c'était Merkel qui avait ouvertement soutenu Nicolas Sarkozy pour sa réélection en 2012. Voilà. Alors je sais pas si Scholz se prononcera explicitement ou pas. La seule chose, c'est qu'effectivement, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le fait qu'il souhaite la réélection d'Emmanuel Macron. Ce sera juste peut-être un peu difficile de le dire de façon trop explicite, sachant que Anne Hidalgo, pendant la campagne des législatives allemandes, est venue elle-même soutenir Scholz lors d'un de ses déplacements de campagne et se faire photographier avec lui. Alors, voilà, est-ce que… C'est tout sociodémocrate, c'est normal. Voilà. Alors, je repasse… Un peu fort. Oui, je repasse sur peut-être une boutade que vous avez énoncée tout à l'heure, à savoir l'Allemagne s'occupe de fabriquer des voitures et la France s'occupe de payer pour une armée. C'était peut-être une boutade. Mais s'il y a une armée fédérale, enfin européenne, et sachant quand même que la France, son armée, elle la consacre beaucoup vers l'Afrique, alors qu'il y a la Russie de l'autre côté, etc. Quel équilibre et quel accord, qu'il soit formel ou informel, peut-on imaginer dans ce domaine, étant donné qu'il y a l'Allemagne, que je sache, ne s'occupe pas trop de l'Allemagne, de l'Afrique, du moins depuis. Alors, mais je vais être pris dans le plat. L'Allemagne s'occupe beaucoup plus de l'Afrique qu'on ne le croit, mais pas de la même façon que la France. Parce que vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre d'investissements allemands en Afrique. Je peux me tromper, peut-être Thomas Guillaume le sait mieux. Je crois que les investissements allemands en Algérie sont plus importants que les investissements français en Algérie. Donc, premier point. Et il y a un point. Alors là, c'est vraiment mettre les bilans. Mais ce n'est pas demain, mais ça pourrait s'accélérer. La question militaire, où il y aura une très grande différence pour la France, c'est la question nucléaire, de l'armement nucléaire. Parce que là, la population allemande n'est pas du tout prête à accepter l'armement nucléaire. Et je suis désolé, là, je ne fais pas de diplomatie, mais je l'ai même dit à un ancien ambassadeur d'Allemagne, je lui dis, s'il y a une armée européenne, elle sera obligée, notamment ce qu'on voit aujourd'hui,
d'avoir l'armement nucléaire. Il y a peut-être quelques Allemands qui en prennent conscience aujourd'hui, mais alors pour faire passer ça à la population allemande, alors là, ça va durer beaucoup de temps. Et là, je ne sais pas si par exemple les Verts, le SPD, trouveront le moyen de faire passer cette idée. Ça, c'est un long fleuve tranquille, parce que c'est vraiment toucher un esprit identitaire allemand de la fin de 1945. Déjà, ce qu'a fait Scholz, c'est énorme. Alors là, ça serait encore aller beaucoup plus loin. C'est un sujet totalement tabou dans la politique allemande. Mais un jour, il se posera. Oui, monsieur, à vous. Deux choses. Je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais après tout, on n'est peut-être pas au bout de nos surprises, parce que, alors, c'est du nucléaire civil, ça n'a rien à voir avec le nucléaire militaire. Mais en tous les cas, dimanche, le ministre de l'économie, Robert Habeck, a dit également qu'ils étaient prêts à prolonger la durée de vie des 4 centrales nucléaires qui restent pour éventuellement, par rapport aux questions énergétiques. Ça n'a rien à voir avec la bombe atomique, évidemment, mais en tous les cas, voilà, les Verts, le ministre de l'économie vert dit on pourra peut-être prolonger les centrales nucléaires. Qui l'eût cru il y a quelques jours? Pour répondre à votre question, madame, sur les armées, deux choses. D'abord, oui, l'Allemagne beaucoup moins présente en Afrique, mais cela dit, depuis le départ, depuis la fin de la mission de la Bundeswehr en Afghanistan, l'Afrique et le Sahel est le principal terrain d'opération extérieure de l'Allemagne. Ce n'est pas grand-chose par rapport à la France, mais pour l'Allemagne, c'est beaucoup. Elle a à peu près 2000 hommes qui sont présents au Sahel. L'autre chose, quand je disais l'Allemagne, c'est les voitures et enfin ma boutade là, que vous citiez tout à l'heure, juste un rappel quand même, l'Allemagne, donc on a évoqué cette augmentation considérable des dépenses de défense. L'Allemagne vient de très très loin quand même. L'Allemagne vient de très très loin. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il y a quand même cette déclaration absolument extraordinaire, mais extraordinaire, du chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de terre, jeudi matin, 3 heures après la déclaration de Poutine disant qu'il allait intervenir en Ukraine, 2 heures après les premières bombes lâchées sur l'Ukraine, le chef d'état-major de l'armée de terre allemande qui publie, déjà le mode de communication est totalement baroque et insensé, sur le réseau social LinkedIn. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réseau social où les gens s'échangent des tuyaux professionnels au départ, c'est ça. Ce général écrit quand même la chose suivante. Le message commence par « Tu te réveilles le matin et tu constates qu'il y a la guerre en Europe », le chef d'état-major de l'armée de terre allemande. Et ensuite, il poursuit « En 41 années de service en temps de paix, je n'aurais jamais cru vivre une nouvelle guerre. Or, la Bundeswehr, l'armée de terre que je dirige, enfin lui, parce que lui, il dirige l'armée de terre, donc, est plus ou moins, il dit ça, est plus ou moins à sec. Le général, le chef de l'armée de terre, est plus ou moins à sec. Les options que nous pouvons proposer aux politiques pour soutenir l'Alliance Atlantique sont extrêmement limitées. Cela, nous l'avons tous vu venir, mais nous n'avons pas pu faire valoir nos arguments, ni su tirer les leçons de l'annexion de la Crimée. Je suis très en colère. Ça, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre qui dit ça sur un réseau social, qui fait en fait cet aveu d'impuissance terrible, 2 heures après que la Russie attaque l'Ukraine. Et 3 heures après, je m'arrête là, vous avez l'ancienne ministre de la Défense de Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, donné un temps éventuellement la dauphine de la chancelière, elle ne l'a pas été finalement, qui a été donc ministre de la Défense entre juillet 2019 et décembre 2021, donc ces deux dernières années. Et elle écrit sur Twitter, là aussi, en mode de communication d'aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour faire passer des messages aussi forts. Je suis furieuse contre nous, dit-elle, car nous avons failli face à l'histoire. Après la Géorgie, donc l'attaque de la Russie contre la Géorgie en 2008, puis la Crimée et le Donbass, donc 2014, nous n'avons rien fait, dit-elle, pour Poutine. Nous avons oublié les leçons des chanceliers Schmitt et Kohl, à savoir qu'il faut toujours commencer par négocier, mais que nous devons être assez forts militairement
pour que la non-négociation ne soit pas une option pour la partie adverse. Donc, en gros, nous avons, voilà, et c'est quand même des paroles et des aveux d'impuissance assez forts qui montrent que même si l'Allemagne maintenant passe à la vitesse supérieure en la matière, elle vient quand même de très très loin. Moi, Annegret Kramp-Karrenbauer, on ferait bien à un moment donné un peu balader dans sa porte, mais on ne va pas régler les comptes, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est pourtant intéressant de voir, c'est que tout le monde dit, c'est vrai que le bilan de Mme Merkel est très positif. Dans l'espace de 15 jours, il y a 2 domaines extrêmement importants où on a eu le déficit, c'est le domaine militaire et le domaine énergétique. Et la France a eu, pas seulement, mais la France a dit depuis des années que ces 2 piliers sont des piliers branlants de l'Allemagne. Les Allemands ne l'ont jamais voulu l'écouter, n'ont jamais voulu l'entendre. Et ça, c'est véritablement un déficit côté allemand. Et quand on parle des voitures, à mon avis, l'économie allemande, elle n'est pas seulement forte à cause de la voiture, elle est forte par les KMU, c'est-à-dire les petites et moyennes entreprises. C'est un réseau extraordinaire qu'on ne connaît pas en France sous cette forme. Alors, nous avons une question d'une personne qui est à distance, concernant, et une question posée à M. Thomas Wider, concernant le changement d'attitude sur le budget de la défense. Angela Merkel aurait-elle pris cette mesure si elle était restée chancelière? Elle avait une relation particulière avec Vladimir Poutine, puisqu'elle venait de l'Est. Qu'en pensez-vous, monsieur? Bon, difficile à dire. C'est sûr que Merkel a fait preuve d'une forme de qu'on pourrait dire d'indulgence, je ne sais pas si le mot, mais en tous les cas, est-ce qu'un chancelier social-démocrate aurait fait forcément l'inverse? Je n'en sais rien. Moi, ce qui me semble en fait plus intéressant, enfin, que ça m'inspire comme réflexion, je trouve, ce qui est intéressant sur ce que ça dit de l'Allemagne, en fait, aussi, c'est de voir à quel point ce pays est capable de prendre des décisions. Les gouvernants allemands sont capables de prendre des décisions qui peuvent s'apparenter parfois à des virages à 180 degrés, dans des délais extrêmement rapides, quand les événements extérieurs, leurs impôts les obligent à changer. Et de ce point de vue-là, on peut faire le rapprochement au moins avec 2 autres événements, qui sont la décision de Merkel de sortir du nucléaire en 48 heures après la catastrophe de Fukushima en mars 2011. Pour rappeler, le gouvernement avant elle, de Schröder, avait décidé de la sortie du nucléaire en 2022, mais quand elle était arrivée au pouvoir, elle était revenue sur cette décision pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, et arrive Fukushima, et donc retour à la case départ, en quelque sorte, retour en gros à peu près à ce qu'avait décidé le gouvernement Schröder 6 ans ou 7 ans avant. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième événement auquel je pense, c'est 2020. La pandémie arrive. En 2 mois, l'Allemagne se convertit à la question de la dette commune européenne. Il y a cette initiative, ce qu'on appelait l'initiative franco-allemande du 18 mai 2020, Merkel, Macron, cette conférence de presse. Ensuite, vous vous souvenez, je ne refais pas le film, mais enfin, ces négociations avec les pays qu'on a appelés frugaux, les Pays-Bas, l'Autriche, etc. Il a fallu convaincre ce sommet, ce Conseil européen extraordinaire du mois de juillet qui a duré 5 jours, c'est le plus long de l'histoire, pour finalement accoucher de quelque chose d'historique qui était cette mutualisation des dettes à laquelle l'Allemagne s'est refusée pendant des années. Finalement, à laquelle elle s'est convertie en quelques semaines. Alors après, on peut dire par opportunisme, parce que ça sauvait son économie. Enfin, toutes les raisons peuvent être invoquées, je ne sais pas, mais je trouve, et ça a été fait sans, là aussi, accepter, finalement, c'est passé comme une lettre à la poste, si j'ai envie de dire, auprès du groupe conservateur. Même Wolfgang Schäuble, l'ex-ministre de la Défense, des Finances, voilà, le théoricien de ce qu'on appelait le Schwarze Null, c'est-à-dire
vraiment l'équilibre des comptes publics, lui-même a accepté ce plan. Donc, c'est ça qui me frappe. Vous vous demandiez est-ce que Merkel aurait fait la même chose? En fait, j'ai envie de dire que Scholz a fait un peu du Merkel dans cette affaire. Il s'est montré extrêmement pragmatique. Il s'est montré extrêmement pragmatique en saisissant l'événement. Et lui, dont on pensait que finalement, en fait, il avait été un peu élu sur la continuité avec Merkel, hein, souvenez-vous, il disait même c'était celui qui allait incarner le plus la continuité. Bah, sur ce plan-là, il incarne effectivement une forme de continuité dans la capacité de réagir très vite à la pression des événements. Allez, une autre question. Alors, une autre, C'est possible. une question sur l'importance du gaz russe dans l'économie allemande. Moi, j'avoue que c'est une question que je ne connais pas du tout. Et est-ce que l'absence ou la difficulté d'avoir un approvisionnement de gaz russe peut causer des dommages importants à l'économie allemande, ou est-ce qu'elle peut trouver assez rapidement d'autres fournisseurs? Pose sa question aussi comme ça. On aura les deux en même temps. Oui, on a évoqué le nucléaire militaire. Sur le nucléaire civil, en termes de sources d'énergie, comment les Allemands et les Français peuvent éventuellement s'entendre sur le nucléaire, énergie propre, verte, pas verte, etc. Le gaz, le nucléaire. Qui répond? Laissez Thomas Mulcair et ensuite je dirai un mot. Tu commences par dire un mot. Alors, je dis un mot. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions, je le dis clairement. Ce qui m'étonne toujours et ce qui m'impressionne toujours, c'est la façon dont les Allemands ont toujours rapidement des réponses. Problème qui se pose. Ça, c'est incroyable. Il y a une flexibilité dans ce pays sur tous les plans qui est nettement supérieure à d'autres pays. Et je suis persuadé, alors, quand vous voyez, par exemple, quand vous traversez l'Allemagne, vous voyez des champs de panneaux solaires. Vous avez véritablement, quand vous écoutez les débats, des spécialistes, pas du tout, qui vous expliquent les énergies de remplacement, etc. Ils mettent en avant dingue actuellement dans cette politique-là. Ils se rendent compte aujourd'hui, ça c'est vrai, ils se rendent compte aujourd'hui que leur politique énergétique a été une erreur. Ils se rendent compte des déficits qu'ils ont eux-mêmes occasionnés. Mais ils sont aussi parfois un peu, comment dirais-je, à la lisière de la sincérité. Parce qu'ils parlent d'écologie, ils ont quand même mis le charbon et le lignite. Et si un jour ils n'ont plus d'énergie, ils iront vite revenir vers le charbon et le lignite. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est-à-dire qu'il y a aussi un peu un double jeu. Mais il est sûr et certain, avec leur capacité, et je parlais justement des petites et moyennes entreprises, d'avoir des ingénieurs de très grande qualité, c'est un point sur lequel l'Allemagne est très bien notée. Ce ne sont pas des super ingénieurs, ils sont partout présents. Quand vous connaissez un peu des personnes, etc. Moi, je vous prends un exemple très personnel. Le mari de ma meilleure amie, il est spécialiste de station d'épuration. Il est ingénieur en station d'épuration. Je ne connais rien du tout en station d'épuration. Mais vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ces gens-là sont formés dans les grandes universités allemandes, par des prix Nobel, etc. Donc ils ont un réseau énorme. Et moi, je pense que l'ingéniosité allemande, la flexibilité allemande va, peut-être pas tout de suite, mais donner beaucoup de possibilités d'avoir une capacité d'innovation qui est exemplaire en Europe. C'était plus qu'un mot, mais c'est bien. Monsieur, vous avez entendu les questions. Le gaz, d'un côté, est-ce que l'Allemagne peut se passer du gaz russe? Parce que c'est quand même ça qui est derrière. Et le nucléaire. Bah, faut avoir quand même en tête enfin, que c'est un énorme défi, hein. L'Allemagne, aujourd'hui, elle importe 55% de son gaz naturel de Russie, 35%
55% de son gaz vient de Russie, 35% de son pétrole vient de Russie et 50% de son charbon vient de Russie. Donc, c'est absolument considérable. Jusqu'à présent, la sécurité de l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne était considérée comme garantie jusqu'à l'hiver prochain, l'hiver 2022-2023. Alors là, il va y avoir effectivement tout un tas de choses qui vont être mises en chantier. Des terminaux, ils ont annoncé la construction de terminaux de gaz naturel liquéfié qui pourra venir notamment des États-Unis. Il y a le grand plan, évidemment, de développement des énergies renouvelables qui doivent passer de à peu près, si les chiffres sont bons, quelques pourcents près, mais de 40% du mix énergétique aujourd'hui à 80% en 2030. Mais ça, c'était prévu dans le contrat de coalition et c'est déjà extrêmement ambitieux. Mais là, la guerre change effectivement toute la donne. Non, là c'est vraiment un bouleversement considérable lié à… L'Allemagne n'est pas le seul pays, à être aussi dépendant. Vous avez des pays comme l'Autriche, là, ils sont 100% dépendants du gaz russe. Mais bon, l'Autriche n'est pas le même poids que l'Allemagne en termes économiques et industriels. Voilà. Je suis désolé, mais en fait, je dois partir parce que j'ai un web call avec le ministère des Affaires étrangères à 19h30 et c'est important. Je peux répondre peut-être à une petite question, mais pas plus. Je ne vous entends pas. Merci à vous, merci beaucoup. Et désolé de devoir partir là tout à l'heure, mais… On comprend. Merci. Merci pour vos questions. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Merci. Une dernière question rentrée. Une dernière, monsieur. Je ne sais pas si vous comparez la France et l'Allemagne en termes d'équipement militaire, d'équipementier aussi, de fabrication. Non. Franchement, dit non. Quelle est la meilleure armée? Non, mais l'armée allemande est dans un mauvais état. Non, il faut dire clairement. L'état de la Bundeswehr comme la vie générale. Oui, non, ça c'est l'état-major. Oui, ça c'est clair. Non, ce chef d'état-major a pris la parole dimanche dernier à la télévision allemande. Il a eu des propos très durs. Mais très étrange dans le sens. Enfin, les deux sont censés le savoir. Oui, malheureusement. L'Allemagne, là, il faut aller plus profondément. Quand on parle même à des générations qui n'ont rien à voir avec la l'armée a malgré tout en Allemagne pas la même image que là dans d'autres pays, notamment la France. Moi, je suis effectivement surpris. Quand je mets la télévision française, je vois toujours des policiers et des soldats. Alors, on parle de sécurité, je caricature. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu. Mais en Allemagne, ce n'est pas le cas. On a le recrutement, etc. Je veux dire, dans la télévision allemande, je dis les jours, bon, je suis en Suisse, mais il n'y a pas du tout cette image-là. Et je n'ai jamais vu, il faudrait que je retourne à je ne sais combien d'années, encore, un jeune qui me dit, moi, je pense sur une carrière militaire en Allemagne, il y a un esprit quand même, et là où le pacifisme avec la rôle, qui est très ancré, il faut le savoir. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette culture de l'armement ou de l'armée qui existe en France, c'est une réalité. Et la ministre actuelle, qui est SPD, Mme Lambrecht, juriste très, très calé, va essayer de mener une politique, mais c'est bon. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps, il ne faut pas être méchant. Je vais perdre le micro, mais Mme von der Leyen, qui est une grande ministre de l'armée, de la défense. Il y a des méchantes langues dont je fais partie, qui disent que Bruxelles a été pour elle une sorte de placard et de arbre de la paix, parce que l'arbre de paix, ou le moyen de s'évader, parce qu'il y a quand même une commission parlementaire qui risquait de lui poser pas mal de problèmes, vu ce qu'elle a fait. Madame Annegret Kramp-Karrenbauer, vous avez remarqué qu'on n'est pas amoureux, mais elle laisse quand même un très mauvais bilan derrière elle. Donc ça, il faut le savoir. Clairement, je pense que…
Oui, donc c'est un peu dur. Mais non, ce qui est assez intéressant, je pourrais même prendre des hommes qui ont réussi à remettre un peu d'équilibre. Je veux dire, Marquet, par exemple, ministre de l'armée et de la défense allemande, on n'a pas ici non plus. Il y a eu quelques ministres qui ont marqué, mais ce n'est pas un poste facile en Allemagne parce que ça passe mal élevé. Ça, c'est différent. Moi, je pense qu'au-delà, alors c'est un peu, je ne peux pas dire ça en tant que scientifique, entre guillemets, il y a les chiffres, il y a les données qui sont tout à fait lues. Et ce qu'il ne faut jamais oublier aussi en politique, c'est aussi l'environnement idéologique et l'environnement historique. Et là, ce n'est pas la même chose. Et ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire que si vous allez dire aujourd'hui, un Allemand de 45 ans, tu vas avoir d'énergie nucléaire, pas sûr que tout qui va être d'accord. C'est pas du tout la même façon là. Si Scholz fait un discours en disant je vais construire des EPR en Allemagne, le gars, il a un cocktail de popularité qui descend de façon vertigineuse. C'est d'autres façons de penser. Et en fait, le fossé s'est agrandi entre certains pays européens. Aujourd'hui, vu la situation, il peut se combler, mais il faut en être compte. Une toute dernière remarque, parce qu'après, il faut arrêter. Non, c'était simplement pour compléter ce qui a été dit. La dépendance énergétique de l'Allemagne dépend aussi de l'évolution des rapports par rapport à la Chine, c'est-à-dire Russie. Chine et Russie, si la Chine en ce moment fait profil bas, neutralité affichée, c'est parce qu'en Ukraine, il y a quand même 2 centrales qui fonctionnent. Voilà, qui fonctionnent. Donc, la dépendance de l'Allemagne va dépendre beaucoup de l'évolution des rapports entre la Chine et la Russie. Totalement d'accord avec vous. Et puis, autre chose, l'Allemagne est un pays où on a donne confiance à ses interlocuteurs commerciaux. Ça, c'est très important. Alors, il y a une dernière. Moi, je peux dire, on ne part pas de zéro quand même, parce que l'industrie allemande, elle existe, elle a existé. Il y a eu un avion franco-allemand qui s'appelait le Transall, duquel j'ai sauté d'ailleurs. Il y a eu un tank et il y a l'hélicoptère Tigre, qui est quand même un hélicoptère très opérationnel. Donc, il ne faut pas dire qu'on part de zéro, parce qu'on se rend compte quand même aujourd'hui que, certes, le nucléaire, c'est pas mal d'avoir le nucléaire, mais il y a d'autres armes. Il y a d'autres armes, effectivement, les combats conventionnels sont très très importants. Les Ukrainiens aimeraient bien avoir toutes ces armes. Alors, très simple réponse, tout va dépendre de l'aboutissement du projet de l'avion de combat franco-allemand 2040, sachant qu'après avoir pris la décision de le construire, il y a eu de très grandes rivalités entre les Allemands et les Français là-dessus. C'est typique, c'est-à-dire qu'il faut aussi un peu sortir parfois d'un langage trop optimiste. Moi, je suis optimiste, mais je suis plutôt un réaliste sceptique pour l'optimisme, disons comme ça. Mais ça, c'est un projet très important. On est loin d'être encore au bout de la rue. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci à ceux qui ont fonctionné la technique. Merci beaucoup.